Bonjour à toutes et à tous. Cette conférence sur la Chine a un but bien précis, c'est rappeler d'une manière très concise les grandes étapes de l'histoire de la Chine. Donc j'ai fait un choix d'abord pour toute la période jusqu'au 19e siècle, pour sélectionner des événements qui m'ont paru importants. Et également, le second choix, c'est de m'étendre bien davantage sur la partie 19e et surtout 20e siècle, parce que je la connais mieux, tout simplement, et parce que cette conférence que je fais aujourd'hui permettra de mieux profiter d'une autre conférence, donc sur la Chine actuelle. Alors, comme première étape, je partirai de Confucius. Confucius, donc, c'est cet homme extraordinaire qui est né, donc, qui a vécu vers 551 avant Jésus-Christ, ça veut dire donc, pour nous, pour revenir à des événements que nous connaissons mieux que l'histoire chinoise, c'est-à-dire l'histoire grecque, ça correspond au premier tyran à Athènes, à Pisistrate. Alors, Confucius naît dans une province côtière de la Chine, le Shandong, au sud donc de Pékin, dans une famille aisée. Il a une éducation très soignée, un précepteur. Il montre dès son plus jeune âge un goût donc pour les livres, les rites. Euh, Nous le connaissons assez bien, mais enfin, il n'a pas laissé des écrits directement. Ce sont des disciples qu'il a eus, qui se sont entretenus avec lui, qui ont recueilli ses paroles et qui, par la suite, à différentes époques, ont rapporté ces paroles, les ont retranscrites. Cela ressemble un peu, si vous voulez, au Christ, qui lui-même n'a pas laissé des écrits directs, mais ce qu'on appelle les évangiles, ce sont donc des écrits de ses disciples postérieurs à la mort du Christ. Alors, les principes de Confucius sont connus. Euh, il y a, sont connus puisque ses disciples ont écrit donc ce qu'on appelle les quatre livres qu'on peut toujours lire, voyez, en édition de poche, la grande étude, l'invariable milieu, les entretiens et le Mencius. Alors, si on doit recommander de ces écrits qui va nous permettre de pénétrer dans la pensée de Confucius, ce sont les entretiens, puisque dans ces pages, on voit vraiment vivre le maître, Confucius, on discutait des problèmes de son temps. Donc c'est vraiment la partie la plus intéressante. Il y a également toujours recommandé à ceux qui s'intéressent à Confucius ce qu'on appelle les cinq classiques. Alors, ce sont des documents, des textes que Confucius a lus, il en était pénétré, il en fait des citations à ses disciples, donc ce ne sont pas des écrits directs qui émanent de Confucius, mais disons, ça fait partie de la culture confucéenne. Alors, en deux mots, puisqu'il faut que j'aille de Confucius jusqu'à Xi Jinping, donc en moins d'une heure et demie, alors disons que Confucius dessine hein, le profil d'un homme idéal et peut-être ce qui nous parle le plus, c'est de dire ça correspond à ce qu'on appelle un humaniste, notamment depuis le XVIIIe siècle. C'est-à-dire, c'est un homme vertueux, honnête, qui a autant de qualités de cœur que d'esprit et qui s'efforce toujours de respecter les autres, qui vénère les ancêtres, qui a de l'ardeur au travail. Donc, c'est l'homme idéal selon Confucius. Et en ce qui concerne le gouvernement,
Oui, alors l'objectif, évidemment, c'est de vivre en société, dans la paix, en respectant des codes de conduite, en respectant la hiérarchie, c'est-à-dire la famille, et l'ensemble de la société. Alors, le gouvernement, eh bien, pardon, c'est gouverner en, comment dirais-je, en conformité avec la vertu. Ça veut dire donc qu'il faut que les hommes qui gouvernent soient des hommes vertueux, pas des hommes qui gouvernent pour dominer, absolument pas, hein. Il faut qu'ils aient à la tête du gouvernement les mêmes préceptes qu'ils ont dans la vie privée. Bon, c'est un résumé, c'est presque honteux de dire ça, parce que Confucius mérite évidemment un vrai développement, mais vous n'aurez aucun mal à le trouver ailleurs. Donc, l'homme qui a certainement le plus marqué l'histoire de la Chine, c'est Confucius. Ensuite, je parlerai donc du premier empire chinois, l'empire des Qin. Euh, alors, ici, j'ai mis sur la première diapositive, donc, premier empereur qualifié d'immortel, un Qin Shi Huang. Euh, alors, c'est durant cette période qui est une période courte, hein, puisque, je reviens à la chronologie, elle va donc de 221 avant Jésus-Christ à 206 avant Jésus-Christ. Donc c'est une période d'une quinzaine d'années, très brève, mais très marquante, hein. D'abord, c'est une période où il y a une unification territoriale, puisque jusque-là, il y a plusieurs centaines d'États féodaux, et peu à peu, ces États féodaux vont se réduire en grands royaumes. Et c'est un empereur Tsin qui va donc, en 227, engager une bataille décisive qui lui permettra donc de maîtriser la Chine. En 221, le roi qui est représenté ici sur cette gravure, le roi Qin Shi Huang, se déclare donc maître de toute la Chine. On peut suivre sur la carte donc l'empire des Qin vous le voyez, cette bordure rouge. Là. Donc c'est une grande partie de la Chine actuelle. Alors, ce roi a beaucoup de mérites, notamment, il va encourager l'unification. Unification de la monnaie, désormais il y a une monnaie unique, la SAPEC, uniformisation des poids et mesures, de l'écriture, ça veut dire que l'empereur est le seul à autoriser la création de nouveaux caractères, et autre mérite, c'est lui qui commence à faire édifier la grande muraille de Chine, qui, lorsqu'elle sera terminée, aura plus de 6000 kilomètres, avec un chantier absolument extraordinaire qui a fait beaucoup de morts. Et j'ai représenté sur la carte, là, une partie donc de la muraille de Chine, mais elle n'est pas, je le répète, construite entièrement à l'époque des Qin. Elle est commencée. Et enfin, c'est pas de l'anecdote, ce même empereur, Qin Shi Huang, se fait construire un mausolée absolument extraordinaire à Xi'an, vous voyez, à l'intérieur de la Chine, un mausolée qui demandera le travail de plus de 700 000 ouvriers, hein, donc c'est pas rien. Et c'est là qu'on va découvrir en 1974 un paysan qui découvre à proximité de la ville de Siam le mausolée et puis cet ensemble de soldats de terre, hein, que représenté là sur cette photo. Et donc, la plupart du temps, lorsqu'on va en Chine, on vous amène au mausolée donc de Qin Shi Huang. Alors, ensuite, après la dynastie des Qin, donc, qui fonde l'Empire, il y a donc un âge d'or pour l'histoire chinoise, c'est la dynastie Han.
qui va succéder donc à la dynastie Qing. Euh, alors, pendant cette période, qui va donc de 206 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ, donc 4 siècles cette fois-ci, on assiste à des moments extrêmement importants pour les innovations, pour la stabilisation aussi de l'institution impériale. Parce que les Tsin avaient fondé la dynastie, mais évidemment, c'était fragile. Et les Han vont stabiliser l'institution, c'est-à-dire que le pouvoir désormais impérial domine vraiment toutes les dynasties qui demeurent en province, qui sont établies en province, mais qui reconnaissent l'empereur. Il y a également la mise en place donc de l'idéologie officielle qui se fonde sur la pensée de Confucius, également des expéditions extérieures, victorieuses d'ailleurs la plupart du temps, contre les peuples de la steppe. Donc vous voyez, on va très loin, hein, jusqu'au lac Baïkal, et également donc la Mongolie, etc. Donc les Han arrivent à étendre leur influence très loin dans ce qu'on appelle la steppe. Et ce sont eux aussi qui vont mener à bien, encourager des innovations scientifiques et techniques tout à fait remarquables, puisque on peut dire qu'ils vont avoir 1000 ans au moins d'avance, ces savants chinois, sur l'Occident romain. Hein. Un grand sinologue britannique qualifie cette période donc l'une des grandes périodes scientifiques de l'histoire chinoise. Alors, euh, donc, oui, invention du papier, je reviendrai sur les routes de la soie après, invention du papier, invention du moulin à roue hydraulique, du sismographe, d'appareils pour mesurer le sismographe, donc par Zhang Hen, un timbre très postérieur a été fait à son honneur, donc du sismographe, d'appareils pour mesurer le mouvement des astres, le gouvernail. Hein, on va voir que les Chinois vont être maîtres dans la navigation. Hein. Et je reviens un instant, donc, parce que j'étais passé très vite, sur le développement des routes de la soie. Alors, désormais, depuis la Chine, il y aura des routes terrestres en rouge, hein, et des routes maritimes représentées sur la carte en bleu. Et c'est sous les Han que commencent à se développer ces routes commerciales, ces routes qui vont donc vers l'Inde, vers la Méditerranée. Hein. Alors, c'est pas simplement du commerce, mais il y a aussi installation de colonies militaires. Euh, Progrès également donc pour la dissection, pour la connaissance du corps humain, progrès en architecture. C'est la première fois qu'on va réussir, qu'on va construire en Chine des maisons à étages avec ces toits à 4 pentes. Hein. Donc, la période Han est une période, je répète, vraiment remarquable en ce qui concerne les découvertes, les innovations. Nous passons ensuite, et vous voyez que c'est un choix, une sélection que j'ai faite, hein, on passe de 220 après Jésus-Christ à 600 après Jésus-Christ. Bon. Et à ce moment-là, on est sous une autre dynastie, la dynastie des Sui, et j'ai retenu, surtout pour cette période, ça peut étonner au départ, euh, l'officialisation du concours du mandarinat. Alors, désormais, jusqu'en 1905, j'ai un chat dans la gorge, pardon, eh bien, pour accéder au poste d'autorité dans l'État chinois, il faudra passer des concours. Donc, ça veut dire que
l'ascension désormais, l'ascension sociale se fait par le mérite et par des examens. Et désormais, des personnes de toute classe sociale, à part les femmes, bien sûr, pour le moment, je dis bien sûr. Vous comprenez dans quel sens, hein, donc ne l'interprétez pas dans un sens anti-féministe, bien sûr, parce qu'il n'en est pas question à l'époque, compte tenu des mentalités. Donc, les personnes de toute classe sociale peuvent concourir. Alors, ce système d'examen permet de recruter des hommes d'élite. Euh, la plupart des fonctionnaires, donc, de l'Empire chinois vont être recrutés de cette manière. Et je vous signale, c'est anecdotique, que Jacques Attali vient de sortir son énième livre qui s'appelle Histoire de l'éducation, et il insiste beaucoup dans ce livre sur l'innovation fondamentale qu'a été l'invention des concours par les Chinois. Alors, au programme des concours, hein, il y avait un programme très précis. Il fallait connaître ce qu'on appelle les classiques, c'est-à-dire bon, des ouvrages bien connus, encore en Chine aujourd'hui, le livre des odes, le livre des documents, le livre des rites, les annales du printemps et automne, et le livre des mutations. Donc il fallait que les candidats aient absorbé l'ensemble de ces connaissances. Il fallait également leur demander de savoir rédiger d'une manière parfaite, soit en prose, soit en vers. Ils devaient aussi maîtriser la calligraphie, donc l'écriture du mandarin, et on n'oubliait pas un savoir arithmétique de base. Donc, euh, ces concours sont d'un excellent niveau et ça explique donc que depuis 600 après notre ère jusqu'en 1905, les structures dirigeantes, je laisse de côté les empereurs, les structures vraiment de fonctionnaires aient été de grande qualité en Chine. Je passe plusieurs siècles, puisque j'arrive, vous le voyez, en 1279, avec une autre dynastie, la dynastie des Yuan, qui va être mise en place par les Mongols. En effet, le fait fondamental, c'est l'arrivée des Mongols en 1279, conquête des Mongols. Euh, alors, l'invasion mongole, ça ne se fait pas en un jour, en une année. C'est une série de grandes campagnes militaires qui s'étendent sur 6 décennies au cours du XIIIe siècle et qui va entraîner la défaite de la dynastie Jin, de la dynastie également des Xia occidentaux, du royaume de Dali et de la dynastie Song. Voyons, j'espérais qu'il y avait une carte qui était, voilà, qui, vous voyez, s'étend. C'est la progression des Mongols. On va, si vous voulez, la revoir un instant au départ. Donc, alors, cette extension se fait évidemment sur la Chine, à droite de la carte, mais aussi va jusqu'à la mer Noire. Donc, c'est une extension, l'extension mongole est inouïe. Ça donnera lieu, vous le savez, à un empire absolument énorme, gigantesque, le plus grand que sans doute qu'on ait connu dans le monde. Alors, pour la Chine, l'invasion commence en 1205 par Gengis Khan lui-même, le grand héros des Mongols, qui envahit donc les Xia occidentaux, donc la partie ouest de la Chine, et ensuite donc là, vous avez la représentation d'un siège, c'est pas rien, hein, ces attaques de Mongols. Et plus tard, en 1279, un descendant de Gengis Khan, Kubilai Khan, euh, s'attaque aux Song, ici, donc, dans la région principale de la Chine, écrase leur résistance, et c'est le début d'une nouvelle dynastie d'origine mongole, les Yuan, sur toute la Chine.
Donc cette invasion mongole est vraiment capitale. Pour la première fois dans son histoire, l'ensemble du territoire chinois est conquis et gouverné par une dynastie qui n'est pas d'origine Han, mais qui est d'origine extérieure, dans ce cas, la Mongolie. Voici donc le fondateur de la dynastie Yuan, qui va régner jusqu'en 1368. Je passe à une sixième étape. Hein, nous sommes cette fois-ci sous la dynastie Ming, qui aura un règne très long, puisqu'il ira de 1368 à 1644. C'est la dernière dynastie, celle des Ming, qui est dominée par les Han. Alors, elle va parvenir au pouvoir, bon, je ne veux pas entrer dans ces détails, après l'effondrement de la dynastie Yuan, qui avait été dominée donc par les Mongols. Alors, ce que je veux surtout retenir de cette longue période de plusieurs siècles, qui correspond pour nous en Occident à ce qu'on appelle l'époque moderne, hein, ce que je veux retenir surtout, ce sont les expéditions navales. Car sous le troisième empereur Ming, euh, qui est un amiral, l'amiral Zheng He, c'est un eunuque musulman. Les eunuques ont pris peu à peu une grande place dans l'Empire chinois et notamment à la tête de l'Empire chinois. Alors, cet amiral Zheng He va diriger 7 expéditions navales, chacune durant en moyenne 2 ans, et va, vous le voyez sur cette carte, donc, atteindre Java, Sumatra, mais aussi les Indes, la Perse, l'Arabie, hein, et même l'Afrique orientale, 2 fois, la Corne de l'Afrique. Hein. Donc c'est quand même extraordinaire comme expansion. Alors la flotte de Zheng He, pardon, est immense. Hein, vous la voyez sur cette petite lithographie au fond. Hein, elle a compté jusqu'à 62 vaisseaux, dont certains atteignaient 200 mètres. Hein. On pense que la troupe aussi a pu avoir, enfin les marins qui étaient avec Zheng He, 28 000 hommes. Hein. Alors, ce sont des expéditions non commerciales qui ont pour but de manifester la puissance de l'Empire chinois. Et bien sûr, ça a été très riche parce que ça a permis d'établir des relations avec 35 nations. Alors, cette période Ming, notamment avec l'amiral Zheng He, marque évidemment l'apogée du dynamisme maritime chinois qui avait déjà été, qui était déjà important. Hein. C'est pas né d'un seul coup avec Zheng He. Déjà entre le XIe et le XIIIe siècle, on pouvait déjà parler d'un dynamisme maritime chinois. Alors, les techniques navales et la cartographie sont très nettement en avance sur l'Occident. On a de grandes jonques de haute mer dotées de 3, 4 mâts qui peuvent charger chacune 400 passagers. On a un gouvernail particulier, la boussole, euh, et donc c'est une période vraiment extraordinaire. Voici représenté donc cette flotte immense, le dernier voyage de Zheng He. Alors à partir de 1433, les grandes expéditions navales impériales chinoises vont cesser. Elles sont coûteuses, elles sont très critiquées, et donc ça sera un coup d'arrêt à l'expansion maritime chinoise. Alors, je passe à la dernière période de l'Empire chinois, ce qu'on appelle en anglais the break-up of China, c'est-à-dire le dépaissement de la Chine. C'est un fait majeur que je vais retenir de la période des Qing,
période donc dynastie qui va, vous le voyez, de 1644 à 1911. Et donc, je m'intéresse uniquement dans cette sélection subjective, bien sûr, et contestable des grands événements de la Chine. J'isole uniquement la dernière période qui correspond au dépassement de la Chine par l'Europe. Euh, ce que je dois dire auparavant, c'est que la dynastie Qing est une dynastie mandchoue, euh, ces empereurs mandchous vont s'employer à reconstruire l'État au départ, reconstruire l'économie, en empruntant beaucoup d'ailleurs aux Ming. Hein. Ils vont chercher, comme c'est une nouvelle dynastie, à se concilier les élites chinoises en les associant au gouvernement. Donc, ils se posent en continuateur de la tradition Ming. Hein. Et d'ailleurs, l'empire au départ, là, des Qing, se porte bien. Il y a une très forte croissance démographique, économique. Pour vous donner une idée, en 1800 à peu près, donc à l'époque de Bonaparte, chez nous, l'empire chinois compte déjà 300 millions d'habitants. Hein. L'empire mandchou au XVIIIe siècle, c'est encore certainement le plus puissant empire de la planète. Il est admiré, notamment en Europe, car de nombreux jésuites ont pénétré en Chine et y reviennent en Occident, en France notamment, en faisant une description très admirative de cette Chine des Qing. Mais, comme tous les grands empires, cette position internationale notamment va s'affaiblir assez vite au début du XIXe siècle parce que en Occident, il y a des puissances qui montent, qui sont impatientes disons, de concurrencer l'empire chinois. Et puis, il va y avoir donc un comment dirais-je, le déclic va être cet engouement en Occident pour une drogue, l'opium. Donc, je veux aborder cette période donc, de l'Empire Qing qui va en gros de 1842 à 1911. Caricature très connue et qui est intéressante, vous le voyez, sous des cris d'effroi poussés par la Chine à l'arrière. Il y a la Grande-Bretagne, vous reconnaissez, elle n'est pas gâtée, mais l'impératrice Victoria, l'allemand, le russe, la France et le japonais qui s'apprêtent à se préparer, non pas dans la bonne humeur et la conciliation, ça va être dur, à se préparer des parts du gâteau chinois. C'est ce qu'on va appeler le dépècement de la Chine. Alors, pardon. Euh, pour situer l'époque, donc nous sommes sous la dynastie Qing, et ici j'ai représenté un grand empereur, hein, mais ce n'est pas tout à fait notre époque. Euh, alors, voici, j'ai représenté l'opium, enfin la plante qui donne donc naissance à l'opium. Donc, il y a cet engouement, je disais, pour l'opium et des importations massives venant de Chine, importations de l'Europe, et finalement, les empereurs, notamment l'empereur Daoguang, qui règne entre 1820 et 1850, décident d'interdire les importations d'opium parce que ça crée un déficit grandissant dans l'Empire chinois. Et il y a des affrontements très durs, puisqu'on peut parler de guerre, entre la Chine et les corps expéditionnaires anglais et français. Alors, on distingue en général, pardon, deux guerres de l'opium.
Une première guerre qui est déclenchée lorsque la Chine interdit l'importation et la consommation d'opium en 1839, et la deuxième guerre, donc, qui voit entre 1856 et 1860, en France, c'est le Second Empire, et la France intervient, même les États-Unis aussi, et la Chine va perdre ces deux guerres. Mais vous voyez, quand on parle de guerre, il y a des combats navals, c'est extrêmement rude avec de nombreux morts de part et d'autre, hein. Et tout cela, donc, pour maintenir un monopole de la fourniture de l'opium aux puissances européennes. Alors, c'est un des premiers aspects, ces guerres de l'opium, de ce qu'on va appeler, donc, d'une expression anglaise, le break-up of China, c'est-à-dire, donc, qu'on traduit très bien en français, par le dépècement. C'est simple, les puissances européennes veulent de plus en plus de privilèges, à la fois pour importer l'opium, mais aussi pour de toutes sortes, et ils sont décidés à imposer à l'Empire chinois qui s'affaiblit de jour en jour ses privilèges. Alors ces privilèges, ça peut être sur des emprunts d'État qu'on oblige l'Empire chinois à passer avec l'Europe, euh, des, des territoires chinois qui doivent être cédés en, pas définitivement, ce sont des baux qui sont, mais enfin, à des conditions extrêmement favorables aux Européens, des mines, même genre, des voies ferrées qu'on va construire, puisque ça va être la grande époque en Chine, en Russie, de la construction, et puis en France aussi, bien sûr, en Occident, des compagnies de navigation fluviale vont être aussi, comment dirais-je, la Chine va devoir en céder une grande partie, au moins les profits, à des Européens. Et puis, bien sûr, des exemptions de droits de douane aux marchandises étrangères. Donc, on a vraiment le sentiment réel, hein, c'est une réalité, que les puissances européennes sont en train de presser la Chine comme on presse un citron, si vous voulez, hein. Euh, et de telle sorte qu'on peut dire qu'à la fin du 19e, hein, certes, il existe toujours un empire chinois avec un empereur, un État chinois, mais en réalité, tout son espace intérieur, du moins l'espace qui compte économique, est aux mains des Européens. Donc, l'Empire chinois est en train de perdre vraiment toute souveraineté sur son territoire, sur ses richesses. Alors, la dernière, enfin, l'empereur, la dernière, comment dirais-je, qui est à la tête de la Chine, souvent comme régente, c'est Tsui, où on écrit aussi Tzi, Tsui, une impératrice qui va s'efforcer d'améliorer, enfin disons, de contrôler ce dépaissement, de le limiter évidemment, mais c'est extrêmement difficile car les puissances européennes sont très décidées. Tsui n'est pas la seule. À l'intérieur de l'Empire chinois, les élites se rendent compte évidemment que la Chine est en train d'être livrée à l'Europe et il y a des sociétés secrètes euh, qui se créent, notamment une société secrète xénophobe très ancienne qu'on appelle les Boxers, qui, à partir de 1899, s'attaque s'attaque à tout ce qui représente l'Occident. Alors, les Chinois qui se sont convertis au christianisme, et ils s'attaquent aux boutiques qui vendent des produits importés d'Europe, aux missionnaires, aux Occidentaux qui sont plus ou moins isolés sur les chantiers de construction en Chine.
Et à partir donc d'avril 1900, les agressions se multiplient, la révolte s'étend d'abord dans la province de Pékin, puis au sud à Canton, puis ensuite au nord en Mandchourie. Et bien sûr, l'Europe va réagir. C'est une réaction de grande ampleur des puissances européennes qui a lieu entre 1900 et 1901, avec le siège du quartier des ambassades à Pékin. Hein, c'est ce qu'on appellera, il y aura un film très célèbre que vous avez peut-être vu ou revu à la télévision, Les 55 jours de Pékin, avec Charlton Heston et Ava Gardner. Donc une guerre qui mobilise du côté européen 100 000 hommes, dont 17 000 Français. Euh, alors, pourquoi j'insiste sur ce dépaissement de la Chine? Parce qu'évidemment, en Chine, la mémoire collective n'a pas oublié cela. Hein, et il y a une soif de revanche, il y a également une hostilité à l'Occident qui se nourrit évidemment de ce passé qui n'est pas tellement lointain finalement. Hein. Donc il ne faut jamais oublier cela quand on trouve les Chinois arrogants aujourd'hui parfois, quand on les voit en train de tout faire pour se prendre le pas sur l'Occident. Il y a toute une revanche à prendre et ce dépaissement de la Chine à la fin du 19e a beaucoup compté. Et on arrive ainsi à une huitième étape qui est celle de l'installation de la République en 1911 et qui va durer jusqu'à l'arrivée des communistes maoïstes, donc en 1949. Alors, on n'est pas étonné que le régime impérial tombe, hein, parce que on vient de voir la guerre. Bon, j'ai pas eu l'occasion de parler non plus d'une guerre contre le Japon qui a été perdue par la Chine impériale. Donc, ça fait beaucoup. Alors, j'ai découpé cette période qui va de 1911 à 1949 en 5 phases. La première phase, donc de 1911 à 1925. C'est la phase donc d'installation de la République et l'avènement d'un homme qui va beaucoup compter, Chiang Kai-shek. Alors, c'est en 1911, le 10 octobre, c'est le jour de la fête nationale à Taïwan, encore le 10 octobre, c'est une insurrection qui se produit dans une petite ville près de Canton, à Wuchang, contre la dynastie impériale. Ce sont donc des officiers, des militaires qui prennent la tête de cette rébellion. Les insurgés proclament la République et forment un gouvernement provisoire. Toute la région de Canton, disons la Chine du Sud, va se ranger aux côtés des insurgés et très vite, 14 des 18 provinces chinoises vont se rallier à cette insurrection. Et l'homme qui va émerger dans un premier temps, c'est Sun Yat-sen. Sun Yat-sen est le leader d'un parti, le parti Kuomintang, qui a été créé en 1900 par des nationalistes chinois. Le programme, vous le voyez, est un programme nationaliste. Il s'agit, dit Sun Yat-sen, le fondateur du Kuomintang, de chasser les étrangers, de restaurer la Chine, de fonder une république et de redistribuer équitablement les terres. Alors Sun Yat-sen, je vous le précise, si vous ne le savez pas, ça m'étonnerait, est considéré avec beaucoup de respect à la fois par la Chine de Taïwan et par la Chine communiste. Quand on visite la Chine, on vous amène en général au mausolée du docteur Sun Yat-sen et le gouvernement communiste donc vénère ce Sun Yat-sen qui est le fondateur du Kuomintang et qui va être donc le premier président de la République.
Euh, mais il va provisoirement perdre le pouvoir parce que le commandant en chef de l'armée impériale, qui s'appelle Yuan Shikai, euh, se proclame président de la République à son tour. Sun Yat-sen n'insiste pas, se met en retrait, et donc pendant 3 ans environ, jusqu'en 1915, et jusqu'à sa mort en 1905, c'est Yuan Shikai qui va être président de la République, mais pour une période courte. Alors, la Chine de cette époque, il faut la représenter comme une Chine, une juxtaposition de ce qu'on appelle de seigneurs de la guerre, c'est-à-dire donc de principautés énormes, immenses, comme la France, et à la tête, il y a des princes, des descendants de princes, euh, des gens qui se sont enrichis, des cliques, comme on dit, hein, et qui ont tout pouvoir sur ces zones. Et évidemment, pour le pouvoir central, c'était déjà le problème à l'époque de l'Empire, et ça l'est à l'époque de la République, c'est de reprendre l'autorité sur ces seigneurs de la guerre. Donc c'est un souci majeur de la Chine de cette époque, du gouvernement chinois à cette époque. Alors, donc, Sun Yat-sen, qui, a donc, qui est devenu président de la République un moment, ce qu'il faut dire, c'est que le Comintern, qui est l'international communiste dans le monde, soutient le Kuomintang et soutient Sun Yat-sen. Sun Yat-sen. Donc, mais Sun Yat-sen meurt en mars 1925. Et celui qui va le remplacer à la tête du Kuomintang, c'est un militaire, le général Chiang Kai-shek. Donc, il y a une deuxième période qui commence avec l'arrivée donc à la tête du principal parti de la République, le parti Kuomintang, avec l'arrivée donc du général Chiang Kai-shek. C'est une période brève que je veux aborder rapidement, entre 25 et 27, où l'on voit l'avènement de Mao, j'en ai pas encore parlé, et l'alliance avec le Kuomintang. Alors, effectivement, en 1921, Mao a 28 ans et il décide d'adhérer au Parti communiste que vient de fonder un professeur, Chen. Donc, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas Mao qui a créé le Parti communiste, il existait. C'était une structure totalement minuscule. Hein. Bon. Et Mao devient assez vite le leader de ce petit parti et très vite, il aligne le parti sur les directives de Moscou, euh, c'est-à-dire que le Parti communiste, c'est le parti de la classe ouvrière, la grève est la forme privilégiée d'action, donc, mais en même temps, Mao et le petit parti communiste s'entend bien avec le Kuomintang, et il y a même une expédition commune, Parti communiste et Kuomintang, contre les seigneurs de la guerre. Mais cette entente ne va pas durer longtemps. Je passe à la période 27-37, où là, on va voir Mao prendre de l'indépendance à la fois par rapport à Moscou et par rapport au Kuomintang. Alors, en effet, au mois d'avril 1927, Chiang Kai-shek, à la tête du Kuomintang, décide brutalement un renversement d'alliance que André Malraux a bien raconté dans La condition humaine. Pardon. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ce renversement d'alliance, ça veut dire que brusquement, le Kuomintang
fait la chasse aux communistes, alors qu'il était allié au Parti communiste. Désormais, donc, on extermine les communistes. Les communistes doivent... Alors, il y a des raisons, évidemment. On a peur de la concurrence. Autant au départ, il semblait qu'il y ait une communauté d'idées, de projets dans les réformes. Là, Chiang Kai-shek considère que désormais, le Parti communiste est totalement aligné à Moscou et donc veut éliminer les communistes. C'est en 1927, donc, événement considérable à Shanghai où on commence à exterminer les communistes. Autre événement important qu'on ne voit pas à l'époque, en 27 aussi, Mao Zedong euh, écrit un rapport sur le mouvement paysan et dans ce rapport, pour la première fois, il va prendre de la distance par rapport aux idées de Moscou. En effet, dans ce rapport, il est dit que la révolution qui se prépare ne sera pas une révolution ouvrière, mais agraire, que la véritable force du mouvement révolutionnaire en Chine, c'est la paysannerie pauvre, et il décide de faire de premiers essais dans une région éloignée, le Jiangxi, où il va installer une base révolutionnaire. Et donc, les communistes qui arrivent à échapper aux troupes du Kuomintang qui, depuis 27, leur font la chasse, donc ces communistes se réfugient, gagnent le Jiangxi, et là, donc, Mao installe sa base révolutionnaire, fonde la République soviétique chinoise, dont il est président dès 1931. Donc, l'année 27 est une année très importante. Mais les troupes du Kuomintang, les troupes de Chiang Kai-shek, continuent donc à chasser les communistes, et en octobre 1934, Mao décide qu'il faut quitter la base soviétique qu'il a créée dans le Jiangxi et gagner la Chine alors profonde, où ils seront à l'abri des attaques du Kuomintang. Et c'est la fameuse longue marche qui va durer 1 an, 10 000 kilomètres, d'octobre 1934 à octobre 1935. Et donc Mao se réfugie dans le Shaanxi. On arrive à la quatrième période de cette ère, qui va de 37 à 45 et qui correspond à la guerre contre le Japon. Alors, la guerre contre le Japon, elle a commencé, le Japon a attaqué la Mandchourie dès 1932. Dès le début 1937, il y a des massacres commis par les Japonais à Nankin, mais officiellement, donc, la guerre éclate en 1937. Le Japon, donc, attaque la Chine. Et à ce moment-là, se produit un événement très important du point de vue intérieur, c'est qu'en Chine, le Kuomintang et le Parti communiste décident de s'unir face au Japon. Donc, après avoir été unis jusqu'en 1927, puis s'être fait la guerre de 27 à 37, eh bien, en 37, c'est l'union sacrée, les troupes de Chiang Kai-shek et les troupes de Mao pour combattre les Japonais. Donc, c'est un film célèbre là en Chine sur la guerre contre le Japon. Hein. Je n'en parle pas parce que c'est trop important, c'est trop long. Et donc, en 1945, par les bombes atomiques jetées par les États-Unis, la guerre contre le Japon, la Seconde Guerre mondiale se termine et commence une dernière période qui est une nouvelle guerre en Chine de 1945 à 1949. En effet, l'union sacrée contre le Japon se termine avec la défaite du Japon en 1945 et à ce moment-là, à nouveau, sont face à face Mao et le Parti communiste et Chiang Kai-shek et le Kuomintang. Et c'est une guerre sans merci qui éclate en 1945 entre donc ce qu'on appelle les nationalistes, les troupes de Chiang Kai-shek et les communistes. Alors, il y a bien un essai de réconciliation mené par les
les Américains, on voit Mao, on voit Chiang Kai-shek ici, et un diplomate américain en 45-46, mais cette réconciliation ne réussit pas. Et aussitôt, en juin 46, juillet, c'est la guerre qui commence et qui va durer jusqu'en 49. Alors, au départ, les opérations sont très favorables aux nationalistes de Chiang Kai-shek. Il faut dire que Chiang Kai-shek est très bien armé, alors que les communistes de Mao, c'est une troupe les Russes ont donné des armes, mais peu, donc c'est une troupe de va-nu-pieds, disons. Hein. Donc, dans un premier temps, on pense que les nationalistes vont l'emporter sans mal sur les communistes. Et puis les choses se retournent. Pour les nationalistes, c'est des opérations désastreuses. Et finalement, c'est les communistes qui gagnent la guerre. Progression des communistes, fameuse bataille de Wai Ai, gagnée par les communistes, ce qu'on appelle le Verdun hein, des communistes. Et donc, le 1er octobre 49, Mao peut apparaître sur la place Tiananmen et de sa voix grêle peut annoncer la création de la République populaire chinoise. Alors, comment la victoire des communistes a-t-elle été possible? Au galop, puisque je n'ai pas le temps. Eh bien, l'atout principal, si vous voulez, c'est la faiblesse de l'armée de Chiang Kai-shek. Ça ressemble beaucoup, puisque je parle aujourd'hui en plein conflit entre l'Ukraine et la Russie, ça ressemble beaucoup à l'armée russe depuis le 24 février en Ukraine. Incapacité du haut commandement, erreur stratégique, le moral des troupes qui est lamentable, l'adversaire qui est sous-estimé constamment. Tandis que l'armée rouge, c'est-à-dire l'armée de Mao, il y a une continuité dans le commandement, il y a toujours deux grands chefs, Zhu De et Lin Biao, dont nous reparlerons. C'est une stratégie simple, habile, beaucoup de mobilité, pas de bataille rangée, mais harcèlement dans guérilla. Le moral et la discipline de l'armée rouge est très élevé parce qu'on sait pourquoi on se bat. C'est le moment aussi où les Chinois, tout en combattant les troupes du Kuomintang, s'installent dans les villages et promettent aux paysans de leur donner les terres dès qu'ils seront au pouvoir et de leur donner une vie meilleure. Voilà. Donc Mao s'est très bien adapté sa stratégie, hein, donc en disant non, non, même aux riches, on va tout vous prendre, rassurez-vous, il rassure les paysans. Et le régime de Chiang Kai-shek entre vraiment en désintégration politique, économique, morale. Donc, comme l'a fort bien dit un sinologue français, l'armée rouge n'a pas conquis la Chine est venue à elle. La Chine représentée à l'époque donc par les troupes de Chiang Kai-shek et le régime de Chiang Kai-shek. Alors, dernière partie, mais qui va durer environ 35 minutes, le reste du temps de cette conférence, c'est le communisme au pouvoir depuis 1949 jusqu'à nos jours. Alors, comme à mon habitude, je vous impose une petite frise. Nous sommes en 49, donc je vais d'abord étudier la mise en place du régime maoïste, enfin étudier, rappeler au galop, hein, la mise en place du régime. Ensuite, je soulignerai les échecs du maoïsme jusqu'à la mort de Mao en 1976. Puis notre période en vert, qui est une période remarquable, c'est la révolution de Deng Xiaoping, avec Deng Xiaoping au pouvoir et ensuite deux dirigeants qui vont être dans son sillage et qui vont lui succéder. Et enfin, à partir de 2013, une nouvelle ère, hein, l'ère de Xi Jinping, le dirigeant actuel, dont je ne parlerai pas puisqu'il y aura une conférence qui lui sera consacrée. Alors, si vous voulez, d'abord, la mise en place du régime maoïste. Donc, Mao a vaincu les troupes de Chiang Kai-shek et il faut mettre en place un régime. Le régime que Mao met en place est un régime totalitaire et il est calqué à l'époque
sur le modèle soviétique. Alors, d'abord, il faut détruire le système qui existe, le système de Chiang Kai-shek. Donc, on élimine ce qu'on appelle les ennemis de classe, tous les paysans riches. Alors, éliminer, ça veut dire ou emprisonner ou exécuter. Les bourgeois des villes, les intellectuels, au total, hein, quand Mao donc, est installé en 1949, et le temps qu'il installe le régime, hein, on pense qu'il y a eu au moins 5 millions de morts. Hein. Alors, soyons lucides à ce sujet. Hein. Le communisme ne s'est pas installé non plus en Chine en douceur. Ensuite, Mao va s'employer à démanteler les structures de base de la société, c'est-à-dire la famille qualifiée de bourgeoise, telle qu'elle était, donc un couple avec des enfants et surtout des ancêtres. Donc on va démanteler cette famille, on va éradiquer les religions, essayer d'éradiquer les nationalités, et donc tous ceux qui vont résister ou vont être exécutés ou envoyés au goulag. Le goulag chinois, on l'appelle le laogai. Hein. Il y a eu 10 millions de personnes à l'époque, c'est plus encore que au goulag russe. Ensuite, donc, ayant éliminé le système existant, on va construire un nouveau système avec un pouvoir politique tout à fait dictatorial, monopolisé. Alors, il y a un décor démocratique, il y a toujours un président de la République, un gouvernement, on vote, il y a un parlement, mais ça, c'est le décor. En réalité, il y a un parti, le Parti communiste chinois, qui s'appuie sur l'armée et la police. Et ce n'est même pas le parti qui dirige, ce sont des clans à l'intérieur du parti. Et pour le moment, il y a un clan dominant, à l'époque dont je parle, c'est le clan Mao. Mais à l'arrière, que j'ai représenté en bleu et en vert, il y a d'autres clans qui vont surgir, nous allons le voir. Mais pour le moment, c'est le clan Mao. Donc, un pouvoir politique monopolisé, une économie évidemment qui est totalement étatisée, une révolution agraire donc s'emparera des terres de tous les paysans, euh, les entreprises seront nationalisées. Le système, c'est comme en Russie, en Union soviétique, c'est la planification. Et tout cela sous une étroite dépendance de l'URSS. Hein. Nous sommes en 49, donc Staline est au pouvoir jusqu'en 53. Bien, ce maoïsme hein, va, contrairement à ce qu'on va nous chanter en France, enfin certains vont, des maoïstes vont chanter, des pro-maoïstes, c'est un échec désastreux, le maoïsme. Alors, après avoir vu donc au galop la mise en place du régime, je veux maintenant justement rappeler ces échecs retentissants depuis 1959 jusqu'à la mort de Mao en 1976. Alors, d'abord, il faut dire que Mao reçoit des critiques des autres clans, si vous voulez. On ne s'en rend pas compte en Occident à l'époque. Mais au sein du parti, hein, euh, il y a tout de même des gens qui osent parler à Mao. Notamment, il y a Zhou Enlai qui va jouer un rôle très important. Un homme fin, cultivé, modéré. Bon. Euh, donc, si on regarde, par exemple, au 8e congrès du Parti communiste chinois, en 1956, il y a donc Mao qui est président, mais il y a des vice-présidents qui jouent un rôle important. Liu Shaoqi, qui va devenir président de la République, Zhou Enlai, dont j'ai parlé, Zhu De, un général qui s'est illustré lors de la guerre contre le Japon et surtout de la guerre contre les Chiang Kai-shek, Chen Yu aussi. Et au secrétariat général, on trouve un petit jeune, un certain Deng Xiaoping, mais qui ne joue pas encore un rôle important. Donc il y a des critiques à l'intérieur du parti contre Mao, critiques très feutrées à la chinoise. Il y a des critiques chez les intellectuels aussi. Et ceci agace, inquiète Mao. Et en 1956, il va tenter un coup, comme il sait le faire. Eh bien, il va dire que sans fleurs s'épanouissent, que sans école rivalisent. Traduction. Il y a, je le sais, des critiques contre le régime au sein notamment des intellectuels, c'est très bien, c'est très très bien. Eh bien que les intellectuels osent
se manifester, qui disent pourquoi le système marche mal, qui donnent, bon. Et c'est juste, c'est très bien. Donc, il y a des intellectuels qui osent, hein, mais quelques mois plus tard, Mao dit c'est la récréation est finie. Hein. Tous ceux qui ont dénoncé le régime, notamment les intellectuels, eh bien, vont être réprimés. Et entre février et juin, il y a lancé par Mao une campagne dite anti-droitière qui représente une répression féroce où des centaines de milliers de Chinois, notamment des intellectuels, vont être tués, le plus souvent emprisonnés, déportés. Donc, vous voyez la méthode chinoise. Les sans-fleurs, c'est mais dites ce qui ne va pas. Et une fois que les gens se sont, comment dirais-je, qu'on a pu les identifier, eh bien, à ce moment-là, on les réprime. Autre chose, jusque-là, donc, l'entente avec la Russie, était l'Union soviétique, était bonne. Enfin, Mao consentait à s'aligner sur la Russie. Et là, avec notamment la mort de Staline, les choses vont changer. Khrouchtchev donc va s'imposer en Russie et en dépit de cette image qui a l'air de montrer qu'il y a une grande complicité entre les deux leaders, en fait, il y a une très grande rivalité. Staline donc était considéré comme le grand chef du communisme dans le monde. Il est mort et désormais c'est la lutte pour le leadership mondial du communisme. Khrouchtchev, évidemment, déclare que c'est à lui que revient cet honneur, c'est normal, il est à la tête de l'Union soviétique, mais Mao prétend qu'il peut aussi. Donc il y a une lutte pour ce leadership mondial, et c'est dans cet esprit que Mao conçoit ce qu'il a appelé le grand bond en avant, une grande campagne qu'il va lancer en 1958. Le but de cette campagne, c'est de dépasser économiquement la Russie très vite et d'imposer donc les méthodes chinoises à l'ensemble des communistes du monde entier. Alors le grand bond en avant, il y a trois aspects, hein, c'est défini ainsi officiellement par Mao. Le premier aspect, c'est qu'il faut collectiviser, il faut améliorer la collectivisation des terres, parce que la collectivisation a été faite, donc on a pris la terre aux paysans, on les a ensuite obligés de donner ces terres à des grandes coopératives. Mais le grand bond en avant veut aller au-delà. À la place de ces petites coopératives, hein, eh bien, Mao va en 58 imposer ce qu'on va appeler la commune populaire. La commune populaire, ça peut être immense. Hein. C'est tout un, plus qu'un village, un district, un arrondissement, on peut dire. Moi, j'ai visité une de ces dernières communes populaires et, j'ai été ébahi par. C'était presque un État dans l'État. Il y avait non seulement, bien sûr, tout ce qui concerne l'agriculture, des champs immenses, des lieux pour regrouper les familles, bon, mais il y avait des usines à l'intérieur de la commune populaire. Donc, on va, comment dirais-je, regrouper, dit Mao, les coopératives en grandes communes populaires. Et ceci va permettre ainsi de faire un bond à la production. Donc, dès la fin octobre, des communes populaires avaient été établies dans presque toutes les régions rurales. Deuxième idée, alors, euh, on va, dans toutes les communes populaires notamment, euh, créer des, des structures, si vous voulez, industrielles, des petits hauts fourneaux. C'est-à-dire que on va prendre tout ce qui peut être fondu depuis tout ce qui est métallique, tout ça, bon, on va mettre ça dans un haut fourneau, hein, on va chauffer, comme on fait la cuisine, hein,
pas à feu doux, mais à feu fort. Et ensuite, on va avoir de la fonte, puis de l'acier. Et ainsi, en multipliant les petits hauts fourneaux dans toutes les communes populaires, bien, on arrivera à dépasser la production en acier de l'URSS et certainement celle des États-Unis. C'est une idée totalement folle, hein, mais qui a été imposée à l'époque. Et enfin, troisième idée aussi quand même un peu folle, c'est pour protéger les cultures, il faut à tout prix éliminer les oiseaux qui, dès qu'on a semé, viennent retirer les semences et les manger. Donc, dans la Chine entière, tout le monde, avec des bâtons, avec des lance-pierres, vont faire la chasse aux oiseaux. Et grâce à ce bond en avant, en 3 temps, eh bien, on va gagner très vite, on va dépasser donc les grands États du monde entier. Idée folle, hein, mais à laquelle tous les Chinois ont dû croire, et certains y ont cru, et en Occident aussi. En même temps, Mao, peu à peu, prend de la distance par rapport à la Russie, ou la Russie prend de la distance par rapport à la Chine. Euh, la mésentente a été très nette à partir de 57, et après on a descendu les marches, 58, 60, et finalement, donc en 63, les experts soviétiques se retirent de Chine. Donc c'est la rupture sino-soviétique. Alors tout ceci a produit le fait que le grand bond en avant ne réussisse pas, la marginalisation par rapport à l'Union soviétique, eh bien, le grand bond a été suivi par une famine, mais catastrophique. On pense qu'il y a eu 30 millions de morts, peut-être 50 millions de morts, à la suite de cet échec lamentable du grand bond en avant et de cette rupture avec la Chine. Donc, un des derniers ouvrages qui a paru, peut-être 36 millions de morts. Donc, j'ai parlé, comme vous peut-être, avec des Chinois qui avaient vécu directement ou indirectement cette période, notamment une dame qui m'a dit comment c'était affreux. Elle avait vu son père mourir de faim, enfin bref, une période lamentable. Et en 1959, donc le grand bond commence à apparaître comme une catastrophe. Il y a une réunion plénière du parti à Lausanne en 1959. Donc, et là, on commence ouvertement, les clans hostiles à Mao commencent à se faire sentir. Il y a notamment Liu Shaoqi, qui est le président de la République, qui déclare il faut arrêter le grand bond en avant. C'est une catastrophe. Hein. Euh, Mao ne peut rien dire, surtout que à la voix de Liu Shaoqi se joint le ministre de la Défense Peng Dejuai, le maire de Pékin Peng Zhen et Deng Xiaoping. Donc, peu à peu, il y a une véritable opposition à la politique de Mao. Mais on ne s'en rend même pas compte, parce qu'on dit toujours Mao est le plus grand, Mao est le responsable du parti, on doit tout à Mao, mais quand on regarde de près, on se rend compte qu'on est décidé à faire une politique totalement opposée à celle que Mao a imposée. Et le parti, on le comprendra mieux après, est divisé en gros en deux clans. Le clan des dogmatistes, le clan de Mao, ceux qui disent l'idéologie prime sur tout, alors que les pragmatistes avec Zhou Enlai disent non, non, il faut emprunter au capitalisme ses recettes. Économiquement, le capitalisme s'en tire beaucoup mieux que nous, donc il faut dans un premier temps avoir l'humilité de faire des emprunts au système capitaliste. En politique extérieure, les dogmatistes disent il faut étendre la révolution au monde entier. Les pragmatistes disent non, il ne faut pas effrayer l'Occident. On a besoin de sa technique, on a besoin d'un appui. Donc, laissons tomber pour un certain temps les luttes révolutionnaires. Donc, Mao Tse-tung, Lin Biao, l'épouse de Mao Tse-tung, Chiang Qing, sont dogmatistes, et du côté pragmatiste, on trouve Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Deng Xiaoping. Mao a donc pratiquement perdu le pouvoir. Certes, il est toujours à la tête, mais en réalité, il a perdu le pouvoir. Et il va essayer de récupérer ce pouvoir par ce qu'on va appeler la révolution culturelle. Alors, la révolution culturelle, c'est pas autre chose qu'une tentative de Mao de récupérer le pouvoir. Alors,
le 16 août 66, sur la place Tiananmen, Mao apparaît et il a tout fait pour qu'il y ait un maximum de jeunes et il leur dit, voilà, les jeunes, je compte sur vous, parce qu'à l'intérieur du parti, il y a des droitiers, il y a des conservateurs qui sont en train de gâcher complètement notre révolution et c'est à vous, les jeunes, de résister. Alors, si vous êtes à l'école, si vous êtes au lycée, si vous êtes dans les usines, prenez-vous-en aux autorités qui, la plupart du temps, sont gangrénées par cet esprit et vous devez prendre le pouvoir. Mao, je compte sur vous. Et la jeunesse est emportée et commence ainsi la révolution culturelle. C'est la jeunesse contre les vieux, c'est la culture maoïste contre la culture traditionnelle. Alors, les partisans de Mao qui peu à peu vont reprendre le pouvoir pratiquent ce qu'on appelle la grande purge, c'est qu'on arrête donc tous les gens, toutes les élites qui sont du côté des clans opposés à Mao. Peng Zhen, maire de Pékin, donc, est exclu. Liu Shaoqi est arrêté, va être maltraité. Le maréchal de Wei, pareil. Et Deng Xiaoping s'enfuit dans la région de Canton pour fuir ces enragés de la révolution culturelle. Bon, finalement, donc, pendant cette période où les gardes rouges, ceux qui se disent vraiment les partisans de Mao, ceux qui défendent la révolution culturelle et qui tiennent le pouvoir, donc qui massacrent beaucoup de gens, qui s'attaquent aux monuments, etc. Et à l'intérieur du parti, donc il y a Mao qui est toujours là, et il y a finalement quand même trois clans qui vont essayer de reprendre le pouvoir, parce que la révolution culturelle, ça ne peut pas durer longtemps. C'est la pagaille totale. La Chine est coupée du monde entier. Alors, il y a à l'extrême gauche, si je peux dire, la bande des quatre, c'est Madame Mao avec ses amis. Je définirai la politique. Il y a le ministre de la Défense, le jeune Lin Biao, qui lui se dit vraiment le continuateur de Mao et veut être considéré comme son dauphin. Et il y a Zhou Enlai qui, lui, veut essayer, il est le plus à droite, de créer, donc, comme il avait commencé, de rétablir, si vous voulez, la Chine dans des structures raisonnables et plus qui sont acceptables par l'Occident et qui permettent à la Chine de progresser économiquement. Alors, ces trois clans vont s'affronter. La bande des quatre, vous les voyez, donc Madame Mao ici à gauche avec ses amis. Ce qu'elle veut, c'est approfondir la révolution, c'est-à-dire donc aller plus loin à tout point de vue. Le Lin Biao, le ministre de la Défense, lui, il va réussir pendant 3-4 ans à confisquer le pouvoir hein, au nom de Mao. Alors, il crée un autre système qui est différent du système Mao, même s'il se dit très proche de Mao. D'abord, désormais, sur le plan idéologie, que ne parlons plus de Marx, enfin, ne parlons plus si, mais c'est pas Marx, c'est pas Lénine qui ont dominé, hein, c'est la pensée Mao Zedong. Alors, c'est l'époque où les pensées de soi-disant de Mao, qui sont remarquables à tout point de vue, sont codifiées, sont rassemblées dans le petit livre rouge, et Lin Biao impose à tout le monde le petit livre rouge qu'on doit savoir par cœur. Deuxième pilier du système Lin Biao, désormais, que ce soit la politique ou l'économie, ça ne doit pas être fondé sur des règles rationnelles, des planifications, etc. Non, ce sont les masses populaires qui, selon leurs impulsions du moment, doivent guider et l'économie et la politique. C'est fou, mais c'est le système Lin Biao. Et enfin, comme il y en a beaucoup qui sont contre le système, il faut renforcer les mesures coercitives, discipline, arrestation, etc. C'est quand même la terreur, le système Lin Biao. Bon, mais Lin Biao va avoir un accident entre guillemets, en avion, hein,
et il va disparaître donc dans les années 71. Et c'est le troisième clan, le clan Zhou Enlai, qui finalement, Mao étant presque moribond, qui va réussir à mettre fin à la révolution culturelle et à créer un début de ce qui deviendra le système Deng Xiaoping. Donc, Zhou Enlai impose ce qu'il appelle les quatre modernisations, c'est-à-dire il faut un peu à l'occidental moderniser l'agriculture, l'industrie, la défense nationale, faire de la Chine une grande puissance économique, mais Zhou Enlai, quand il reprend enfin le pouvoir et il met fin à la révolution culturelle, il est très malade, il a un cancer, il meurt en janvier 76 et quelques mois plus tard, c'est Mao lui-même qui meurt. Donc l'année 76, c'est une année terrible pour la, la gouvernance chinoise. Alors, qui va succéder à Zhou Enlai? Bon, euh, lui, Zhou Enlai, souhaitait que ce soit Deng Xiaoping. Mais les maoïstes, au dernier moment, ont réussi à faire sortir un homme peu connu, un certain Hua Guofeng, qui avait été ministre du Commerce autrefois. Et donc, comment dirais-je, Deng Xiaoping n'arrivera pas à être au pouvoir tout de suite après la mort de Mao. Mais donc Mao meurt en septembre 76 et Deng Xiaoping est vraiment au pouvoir entre 78 et 80. Donc, mais je veux pas, on n'a pas le temps de dire comment il fait. Alors, mérite de Deng Xiaoping, c'est un tacticien hors pair. Il sait, il est allé à l'école de Mao, il a été aux côtés de Mao pendant toute une partie de sa vie, il sait se servir des masses. Par exemple, en 78-79, il n'a pas encore récupéré tout à fait le pouvoir, mais il arrive à, comment dirais-je, à fomenter un mouvement qu'on appelle le premier printemps de Pékin, c'est-à-dire des opposants au maoïsme, notamment, et des partisans de lui, Deng Xiaoping, qui se mettent en effervescence, font des manifestations, mettent des dazibao sur les murs de Pékin, de Shanghai. C'est le premier printemps de Pékin et sur ces dazibao, qu'est-ce qu'on lit? Il faudrait donner tout le pouvoir au camarade Deng Xiaoping. Donc c'est bien Deng Xiaoping qui tire les ficelles. Donc il sait se servir des masses. Il a compris qu'en Chine, hein, le pouvoir, il n'est pas dans le parti, il est dans l'armée. Et toute sa vie, donc, il demeurera un cacique de l'armée. Ne jamais affronter un rival de front, hein, et ne pas s'exposer directement. Les deux hommes de la politique de Deng Xiaoping, c'est, vous les avez là, Hu Yaobang et Zhao Ziang, qui sont des hommes remarquables et qui vont donc faire la réforme, la révolution de Deng Xiaoping. Lui, Deng Xiaoping, regardons un peu l'organigramme. En bleu, il y a les institutions de l'État. En rouge, celles du parti. Bon, Deng Xiaoping, il est membre du bureau politique, membre du secrétariat général, membre de la commission des vétérans et surtout, c'est très important, membre de la commission des affaires militaires. Mais il n'est pas premier secrétaire général. Il met comme premier secrétaire général son bras droit, Hu Yaobang, jusqu'en 87. Et il met comme premier ministre, il n'est que vice-premier ministre, Deng Xiaoping. Le premier ministre, c'est un autre bras droit, si je peux dire, Zhao Ziang. Donc c'est tout à fait la politique de Deng Xiaoping. Il joue sur l'humilité, la modestie. C'est lui qui dirige, mais pas au premier plan. De telle sorte que quand ça ira très mal en 87, il va sacrifier Hu Yaobang, qui servira de fusible. Mais c'est pas lui qui sera en première ligne. Ensuite, sa politique, sa stratégie, elle est très pragmatiste. D'abord par rapport à Mao.
Il est tout à fait opposé à la politique de Mao et il va prendre le contre-pied. Mais il va dire Mao est un homme très grand que nous devons honorer parce que Mao a permis au communisme de s'installer en Chine. Seulement, Mao, il a fait des erreurs. Il a fait des erreurs à partir surtout du Grand Bond, etc. Mais voilà. Donc, c'est démythifier Mao, mais pas le diaboliser. C'est pas la déstalinisation comme en Russie. Moderniser le système sans démocratiser. On a confondu parfois en Occident. On a cru que Deng Xiaoping voulait faire de la Chine une démocratie. Pas du tout. Il fait un discours en 79 auquel on aurait dû prêter davantage attention. Il dit qu'il ne transigera jamais sur le socialisme, la dictature du prolétariat, le rôle directeur du parti et sur l'idéologie. Alors, quel va être le système qu'il va mettre en place? Jusqu'à lui, à l'époque de Mao, le Parti communiste impulsait, contrôlait, gérait tout, l'État et l'économie. Deng Xiaoping déclare non. La gestion, c'est l'État qui va l'avoir. Le parti impulsera, contrôlera, mais c'est l'État qui va gérer. Et ça va énormément améliorer le fonctionnement de l'économie. Deuxième mesure, on va séparer les fonctions du parti et de l'État. Le parti ne pénétrera pas autant dans l'État, en tout cas ne dirigera pas de cette façon l'État. Et ça aussi, c'est une mesure extrêmement importante. Troisième mesure du système Deng Xiaoping, capital. On va privatiser sans renoncer au collectivisme. Toute l'économie depuis Mao est à l'État, les terres, les entreprises et tout. On continue, dit Deng Xiaoping. Nous sommes communistes. Il n'est pas question de se transformer en pays capitaliste. Mais, exceptionnellement, pour relancer l'économie, on va créer une petite cage provisoire à l'intérieur de l'économie étatisée. C'est-à-dire, on va créer un secteur privé où il y aura donc des entreprises, des agriculteurs qui fonctionnera provisoirement. Un jour ou l'autre, on reviendra bien sûr au système. Seulement, ce provisoire dure de plus en plus de temps, le secteur privé augmente et Deng Xiaoping va maintenir donc deux secteurs, un secteur étatisé sur des choses fondamentales et un secteur privé. Et c'est ça qui va être la réussite. En quelques années, donc, c'est ce qu'on a appelé le GEG. Ça a eu moins de succès que la perestroïka, mais ça correspond un peu à perestroïka. Eh bien, c'est cette révolution que je viens de décrire très brièvement, avec une privatisation sans renoncer totalement à l'étatisation. Eh bien, en 3-4 ans, les campagnes chinoises ressuscitent, puisque à partir donc de 1977, on fait des premiers essais, on dit aux paysans, aux familles, si vous le voulez, on vous donne en fermage, alors d'abord on est prudent pour 3 ans, puis pour 15 ans, et puis ensuite pour 99 ans, c'est-à-dire pour toujours, un lopin de terre proportionnel à la taille de la famille. Là, vous serez libre de travailler la terre, moyennant le paiement d'un impôt et la fourniture à l'État d'un tiers des récoltes. Cette proposition est accueillie très favorablement, contrairement à l'époque de Gorbatchev en Russie ensuite. À la fin 84, presque 100% des familles souscrivent à ce type de contrat. Donc, l'agriculture chinoise est à nouveau privatisée. Les paysans sont ravis. Ils participent, la terre leur appartient à nouveau. Et quand on regarde la production du blé en Chine, c'est spectaculaire. La réforme de Deng Xiaoping commence tout doucement à partir de 77. Regardez la production du blé. C'est extraordinaire, la progression. Bon, on redéploiement les structures de marché. Jusque-là,
il n'y avait pas de marché. Désormais, il y a d'abord les petits marchés où les paysans peuvent aller vendre leur production, et puis après, ça prend de plus en plus d'importance. Pour les entreprises industrielles, on autorise à partir de 78 des entreprises privées. Bon, je ne peux pas dire le détail. Et ensuite, pour les entreprises d'État, on élargit l'autonomie. Jusque-là, des entreprises d'État devaient en référer sans arrêt au parti. Eh bien, désormais, la direction des entreprises d'État devient beaucoup plus autonome. On réforme les prix, c'est très compliqué et très dangereux. On maintient d'abord, l'État maintient les prix pour les denrées essentielles, les productions essentielles, et lâche les prix au prix du marché pour les autres productions. Et peu à peu, donc, on arrive à un juste milieu. Et enfin, la réforme Deng Xiaoping, c'est une loi sur les entreprises mixtes et les entreprises étrangères, c'est-à-dire que désormais en Chine, d'abord dans certaines régions, les deltas, etc., des entreprises étrangères pourront s'établir, faire ce qu'on appelle des joint ventures en anglais, c'est-à-dire des entreprises mixtes. Et ça va donner un coup de fouet essentiel. La Chine d'aujourd'hui, c'est cela. Et enfin, je termine. Deng Xiaoping, la réforme de Deng Xiaoping, c'est s'ouvrir au monde sans perdre son âme. Alors, c'est d'abord la réconciliation avec le Japon, entre 71, le Japon, l'ennemi mortel. C'est la réconciliation avec les États-Unis, qui commence par des matchs de ping-pong, la rencontre avec Nixon. C'est la réconciliation avec la Russie, même si elle se produit à un très mauvais moment, au moment de Tiananmen. Alors, ça se termine assez mal pour Deng Xiaoping, puisque il y a au mois de mai, de juin 1989, une révolte des étudiants de Pékin, moins contre le régime que contre la corruption qui a commencé à gangréner un peu le régime. Et Deng Xiaoping va, même s'il n'est plus officiellement au pouvoir, il tire toujours les ficelles et il va riposter avec beaucoup de dureté contre ce printemps de Pékin parce qu'il veut arrêter ce qui, d'après lui, serait une voie vers une démocratie à l'occidentale, une pagaille, et ça, il ne l'a pas voulu. Voilà, je termine. Alors, il faut savoir que je voulais bien sûr parler un peu plus du printemps de Pékin, mais je n'ai pas le temps. Alors, pourquoi? Voilà, expliquer un petit peu. J'aurais voulu terminer, voilà, par ce schéma. Après, donc, que Deng Xiaoping se retire du pouvoir, donc après, à partir de 90, 93, il a deux successeurs, Jiang Zemin et Hu Jintao, qui, certes, euh, après, après les événements de Tiananmen, pardon, comment dirais-je, ont une politique plus conservatrice, plus prudente, mais on ne revient pas en arrière et le système Deng Xiaoping continue sous ces deux dirigeants. Et en 2013, arrive au pouvoir Xi Jinping, qu'il y est toujours, et ça, c'est une autre histoire que je n'ai pas à vous raconter. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.